Et j'ai donc le plaisir d'ouvrir maintenant cette table ronde avec nos 5 invités que j'appelle sur scène. Marc Chenet, Pierre-Marie Glauser, Xavier Oberson, Marc Ehrlich et Hélène Béguin. On les applaudit bien fort. Alors, le thème de la table ronde de cette année s'imposait un peu de lui-même, le taux d'imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises. On en a largement parlé avec le professeur Xavier Oberson. Et on a vu que ce projet de réforme devrait être finalisé à la fin du mois d'octobre pour une mise en œuvre en janvier 2023. Peut-être que je vais commencer cette table ronde avec vous, professeur Oberson. Ce projet de réforme, est-ce que c'est finalement une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Suisse? Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, pour être tout à fait franc, parce que déjà, on n'est pas du tout sûr qu'on va gagner grand-chose sur ce projet. Ce n'est pas du tout nous qui sommes les gagnants de ce projet. On va devoir sans doute augmenter notre fiscalité des entreprises. Alors, comme j'ai dit, la Suisse romande, on est plutôt bien, puisqu'on est autour des 14%, mais en Suisse centrale, on est souvent beaucoup plus bas, un peu plus bas. Donc, on va devoir réformer et on risque sinon de voir cette base imposable attirée dans d'autres États. Et puis, on a un problème aussi de mise en œuvre. 2023, en droit fiscal pour la Suisse, c'est extrêmement bref. Donc, on peut avoir des référendums ou des référendums cantonaux. Donc, c'est pas on en parlera justement tout à l'heure du calendrier très serré. Peut-être une question à votre collègue Pierre-Marie Glauser. Quel impact aura cette réforme sur l'attractivité fiscale de la Suisse? Vous voyez, en fait, je pense qu'un des phénomènes marquants de cette réforme, c'est que finalement, l'impôt sur le bénéfice ne sera plus un facteur de compétition d'attractivité en réalité. Puisque le but, c'est que ça soit 15% pour tout le monde. Finalement, la question de l'impôt sur le bénéfice devient complètement neutre, qu'on soit en Allemagne, en Suisse, etc. Et donc ça, c'est un des facteurs sur lequel c'est un des facteurs que la Suisse a mis en avant, c'est l'attractivité fiscale en matière d'impôt sur le bénéfice. Et je crois que ça me permet de me tourner vers Mme Béguin et M. Ehrlich, c'est qu'au fond, resteront les autres éléments. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, la fortune, les impôts indirects, on a une TVA qui est faible. Donc, en soi, ce n'est pas dramatique, mais c'est un outil d'attractivité fiscale qui tombe, qui devient neutre. Sans parler, alors, parce qu'on peut en discuter tout à l'heure, de la complexité qui va être liée à ce mécanisme. Mais qui sera une complexité globale, mais qui sera une complexité monstrueuse. Vous êtes adressé à Marc Ehrlich, donc vous êtes un peu la voix des entrepreneurs autour de cette table. Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, monsieur le conseiller d'État Philippe Lebas nous a rappelé tout à l'heure à quel point on a vécu un miracle économique sur le canton de Vaud ces dernières années. Mais un miracle économique dans le passé ne veut pas du tout dire garantie de continuation de miracle économique dans le futur. Et je crois qu'effectivement, ici, on a une menace parce que les sociétés internationales vont se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'elles vont rester? Et on ne peut pas du tout opposer les PME locales aux sociétés internationales. C'est vraiment une économie qui est extrêmement interconnectée. Et effectivement, les PME vont peut-être perdre des clients très importants si les sociétés internationales se décident à partir. Donc oui, je crois qu'il faut être extrêmement inquiet sur la mise en application de ces nouvelles législations. Je vais peut-être donner la parole à Marc Chenet. Vous étiez directeur du département de banque et finances à l'université de Zurich. C'est intéressant d'avoir votre son de cloche aussi. Est-ce que les banques seront impactées par cette réforme? Oui, donc je me pose la question de savoir pourquoi, effectivement, le secteur financier, auquel vous avez fait allusion, et en l'occurrence les grandes banques, ne seront pas impactées. Elles intègrent une dimension numérique. Bien sûr, FinTech, on connaît tous la FinTech. Pourquoi les fonds d'investissement les plus importants ne seront pas impactés? Pourquoi BlackRock Suisse ne sera pas impacté? Donc, ne s'agit-il pas d'un avantage indu, finalement, pour ces institutions? Question à M. Oberson. Vous voulez répondre, M. Oberson? C'est un sujet qui est débattu. Alors, une des raisons pour lesquelles le secteur de la finance ne serait pas dans le champ d'application, en tout cas pour le pilier 1, donc pour cette règle de répartition internationale, une des explications, c'est qu'en réalité, le secteur bancaire, il n'est pas justement
hors de ce système, il reste assez traditionnel au niveau des implantations. C'est pas si vous voulez faire un service bancaire dans un État, vous devez avoir une autorisation, vous devez avoir un établissement, et du coup, vous allez avoir au fond un établissement stable au sens classique du droit fiscal ou une filiale qui pourra donc être imposée dans cet État. C'est une des explications, c'est qu'au fond, il y aura une présence physique la plupart du temps dans le secteur financier, et donc on n'a pas besoin de les intégrer, si vous voulez, dans le système du pilier. Ça, c'est une des explications, mais c'est vrai que c'est controversé, ce point. Une explication qui vous convainc, Monsieur Chenet? Aux néobanques, Revolut, par exemple, beaucoup de clients en Suisse, implantés en Angleterre, qu'est-ce qu'on fait là pratiquement? C'est même des questions qui se posent, je pense. Hein. Ouais, alors, par contre, pour le pilier 2, les banques sont visées. Donc pour le taux minimum de 15%, ça s'appliquera aux grandes banques quand même. Donc c'est surtout pour la répartition du bénéfice qui ne sont pas couverts. Mais pour le deuxième partie, le taux minimum, ils seront intégrés dans le système. On a fait un premier constat de cette réforme potentielle. Je vous propose d'avoir une discussion un peu constructive en parlant notamment des mesures compensatoires qui pourraient être possibles. Et là, je me tourne vers Madame Béguin. On sent la crainte des entrepreneurs, comme Monsieur Ehrlich l'a témoigné tout à l'heure. Vous avez parlé de subventions à la recherche et au développement pour compenser ces éventuelles pertes. Est-ce qu'il y a d'autres mesures compensatoires que l'on pourrait imaginer pour dynamiser ces entreprises? Alors, quand on parle de mesures compensatoires, en général, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Xavier Auberson, c'est le 14%. Il y a beaucoup d'entreprises qui payent beaucoup moins que 14%, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, il y a quand même un gap, même en Suisse romande, qu'il faudra compenser. Et puis, il y a aussi ce 11%, il est dû parce que, justement, les coûts R&D sont déductibles de l'assiette fiscale. Donc, en fait, quand on parle de mesures compensatoires, c'est de compenser toutes ces réductions qui ne seront plus possibles avec une assiette fiscale plus élevée, un taux plus élevé. Il y a beaucoup de pistes de compensation qui vont d'une suppression d'un certain nombre d'autres taxes, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est que la plupart des entreprises qui seront impactées, et même celles qui ne sont pas concernées directement par le pilier, si au niveau suisse, on décide finalement d'avoir un taux unique, toutes celles qui payent moins, même si elles ne sont pas concernées, elles devront aussi avoir une fiscalité plus élevée. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de réfléchir à des mécanismes sous une forme de redistribution, et je pense que c'est le concept de redistribuer qui est important, avec un impact sur l'économie, mais pas seulement au niveau des entreprises, dans le microcosme, le contexte dans lequel elles, ce n'est pas seulement les entreprises qui bénéficient, mais ce sont les employés, ce sont l'État, c'est donc tout le microcosme qui tourne autour des entreprises qui doivent être concernées. Et je pense que ça serait extrêmement préjudiciable au canton de Vaud ou même aux autres cantons de Suisse si les grandes entreprises n'ont pas une réponse à ce sujet et qu'à la fin, la seule solution pour elles de compenser, ce serait de baisser les salaires. Il y a une marge de manœuvre là oui, bien sûr qu'il y a une marge de manœuvre, mais je trouve que ça serait extrêmement préjudiciable d'en arriver au fait qu'on considère que la main-d'œuvre est très coûteuse en Suisse et par conséquent, on s'attaque à la main-d'œuvre et à baisser les salaires, ce qui serait complètement contre-productif, je dirais. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Ehrlich, à ces propositions ? Alors moi je pense effectivement quand on parle de mesures compensatoires, c'est vrai que c'est la bonne direction, on parle aussi de créativité. Et là j'ai un petit peu de soucis parce que alors, le professeur Auberson parlait par exemple de mise à disposition de terrain, mais on parle, je pense, dans beaucoup d'autres pays, de tester un petit peu les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment autorisé, qu'est-ce qui va un petit peu plus loin que l'autorisation formelle. Et là, évidemment, la Suisse, comme d'habitude, va faire du Swiss finish, c'est-à-dire qu'il faut être absolument, totalement à l'intérieur des règles. Et je pense que, de nouveau, ce sera un outil de compétitivité qui va nous échapper, en fin de compte. Xavier Auberson, on parle de potentielles mesures compensatoires, mais est-ce que finalement la Suisse aura les coups des franches ? C'est ça. Le problème, c'est que ce qui est aussi un sujet, je n'ai pas eu le temps d'évoquer dans ma présentation, mais n'est-ce pas, en Suisse, on a donc cette beauté, notamment de la démocratie, le référendum, et c'est extraordinaire. On discute de politique fiscale, même dans le vote 99%, par la capacité contributive, enfin on va très très loin. Et là, comme d'ailleurs pour les règles d'échange de renseignements dans les années 2009, on a un système fiscal mais complètement réformé, mais qui se dessine sous nos yeux,
on ne peut rien faire. On est un État parmi 140. La Suisse est très présente. Mais c'est quand même, moi, je dois dire, en tant que citoyen suisse, ça me préoccupe quand même. Et je vous garantis pas, mais je ne suis même pas sûr qu'il y aura un référendum en Suisse. Vous savez, les règles sur l'échange de renseignements auxquelles j'étais totalement favorable, hein, qu'on soit bien clair, il n'y a jamais eu de référendum. L'abolition du secret bancaire de relations internationales, j'étais favorable, mais il n'y a pas eu de référendum, c'est quand même un sujet important pour la Suisse. Et il est possible que le Parlement fédéral soit obligé, en quelque sorte, à l'interne, de dire bah, écoutez, de toute façon, on est en 2023, on doit mettre en place ces règles, et on ne discute pas, et on y va, et ça va peut-être même passer comme ça. Vous ne trouvez pas ça problématique ? Nous qui avons l'habitude de débattre, d'avoir des procédures de consultation où tous les milieux intéressés peuvent participer, les syndicats, les entreprises. Et là, on va avoir la plus grande révolution fiscale peut-être d'un siècle et elle va peut-être être acceptée comme ça. Vous avez l'impression que les gens ne comprennent pas les enjeux, peut-être le sujet est quand même très technique. C'est-à-dire que, ouais, je dirais la beauté, le génie au fond de notre système, si j'ose dire, de cette démocratie, de cette participation des citoyens, est en train de nous échapper parce que ces grandes règles internationales se dessinent par des experts, aussi géniaux et brillants soient-ils, mais qui décident ça au-dessus de nos têtes et puis on est finalement obligé après de les appliquer. C'est un sérieux problème, je pense. Ça. Qui échappe donc oui, au débat public. Peut-être une question pour Pierre-Marie Glauser. On parlait de mesures compensatoires. Les cantons sont en train de se creuser la tête pour voir comment compenser les éventuelles pertes. Le canton de Zug évoquait la réduction de la TVA ou de certaines taxes environnementales. Est-ce que finalement la lutte contre le réchauffement climatique, elle va faire les frais de cette réforme ? Moi, je ne crois pas, et je suis. D'abord, franchement, moi, pour l'instant, l'idée, c'est de monter le taux. Donc, ça ne va pas faire des pertes fiscales. Au contraire, ça va faire des rentrées fiscales, si on suit cette logique. Je crois qu'il faut bien... Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement comment on va répondre à ce problème. Parce qu'on l'a dit, hein, on a parlé d'assiette. En réalité, le problème des 15%, il y a le taux de 15%, mais c'est ce qu'on appelle le taux effectif. Le taux de 15%, il va falloir aussi modifier l'assiette, toutes les règles de calcul de l'assiette. Et ça, c'est aussi un gros chantier qui va être avec tout ça. Et au fond, aujourd'hui, on n'a pas de solution. On peut soit augmenter le taux, et donc on va avoir une rentrée supplémentaire, avec peut-être des entreprises qui vont partir, et donc ça va faire des pertes. Ou on peut changer les règles de calcul de la base imposable du bénéfice pour arriver à ce résultat. Et la vraie question, c'est qui va être concerné. Si tout le monde est concerné, ben, il va y avoir une immense montée de l'impôt sur le bénéfice. Donc je ne pense pas qu'on aura besoin d'avoir des pertes fiscales. Maintenant, votre question, c'est est-ce que pour compenser la perte d'attractivité pour ceux qui vont payer plus, on compense des taxes indirectes? Je pense pas que les taxes écologiques, j'espère pas que les taxes écologiques seront en priorité. On a d'autres impôts qu'on pourrait supprimer. L'idée est sur la table, en tout cas. Oui, on a déjà plus sur la table la suppression du droit de timbre, qui ne fait pas des grosses rentrées, mais on a le droit de timbre de négociation. On a un impôt anticipé donc, sur les dividendes, qui est un des plus hauts d'Europe, ou si ce n'est pas du monde. Hein, Donc en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour abaisser, pour compenser la charge fiscale avant de taper sur les taxes écologiques, qui, soit dit en passant, ne sont pas très nombreuses ensuite. Encore. On parle de ces réformes, donc la Suisse aurait jusqu'au 1er janvier 2023 pour mettre en œuvre cette réforme. On le sait, hein, le calendrier politique suisse est très long. Peut-être, Hélène Béguin, est-ce que vous pensez que la Suisse arrivera à faire cette réforme dans les temps ? Bon, disons, moi j'ai tendance à être de nature très optimiste, mais à ce sujet, je le suis un peu moins. Quand on a vu le temps que la réforme fiscale des entreprises a pris, plusieurs années, avec 2 référendums, et donc là on parle de 15 mois. Alors la complexité veut que peut-être ça sera un peu plus tard que 2023, mais enfin c'est pas si, dans si longtemps. Donc je pense que avant qu'on mette en place des mécanismes qui sont acceptables au niveau politique et économique, je pense qu'on doit travailler en parallèle sur d'autres mesures. Xavier Oberson, si la Suisse ne parvient pas à mettre en œuvre cette réforme au 1er janvier 2023, qu'est-ce qu'elle risque ? Alors, ce qu'elle risque, c'est que... Alors, on ne va pas être au banc de la communauté internationale, hein, ça je peux quand même vous rassurer. Disons, la souveraineté suisse reste complètement... On est libre, hein, on peut même baisser les taux, d'ailleurs, si on veut, on fait ce qu'on veut. Mais
ce qui va se passer, c'est qu'alors les sociétés qui appartiendraient à un groupe multinational qui rentre dans le champ d'application du système, eh bien les autres États voisins qui auraient par hypothèse, par exemple une société mère, une holding par exemple, qui aurait une filiale en Suisse, vont simplement imposer chez eux la différence entre ce taux de 15 et le taux effectif qui est payé en Suisse. Donc c'est une base imposable qui va nous passer dessus la tête. Voilà, c'est ça. Pierre-Marie Glauser, on l'a vu, le projet doit être finalisé à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de retour en arrière, que finalement l'idée soit abandonnée? Je crois que Xavier l'a dit, il l'a mis dans sa présentation. La Suisse a déjà dit qu'elle ferait avec, c'est-à-dire qu'elle participe au projet. Si on ne fait rien, il ne se passera rien, simplement que les recettes fiscales suisses seront taxées à l'étranger. Et donc les entreprises paieront plus d'impôts, pas en Suisse, mais alors pour leurs activités suisses à l'étranger. Alors, un retour en arrière, ça semble difficile. Évidemment, le seul retour en arrière, c'est si l'OCDE a abandonné son projet, mais je ne sais pas si Xavier était plus au courant, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment en bon chemin, en tout cas pour le pilier 2, donc le taux minimum. Je crois pas que... Mais juste pour finir, si... La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va faire en Suisse? Et je ne crois pas qu'on ait sur la table aujourd'hui une proposition claire et arrêtée. C'est pour ça que je suis aussi très pessimiste sur 2023, parce qu'avant de mettre en place un processus législatif, il faut encore savoir ce qu'on veut faire. Et je ne crois pas qu'on n'en est pas là. Vous voulez réagir? Exactement. Donc je partage tout à fait ce que Pierre-Marie Glauser a dit. On peut avoir juste quelques surprises. La première surprise, ça pourrait être les États-Unis de nouveau, parce qu'il faut ratifier au Congrès américain cette proposition, puisqu'on parle d'un accord multilatéral pour le pilier 1. Et là, on sait, vu la situation américaine et la polarisation aux États-Unis, on pourrait avoir un blocage au Congrès. Et ça, ce serait une vraie catastrophe. Imaginez que nous, on introduise en Suisse tout ce système et les autres États de l'OCDE, et puis que les Américains disent « Ah non, non, désolé, nous, on ne peut pas ». On a déjà vécu ça avec l'échange automatique de renseignements. Hein. Donc, prudence. Et puis, l'autre possibilité, surprise, c'est l'Irlande, hein, quand même. Vous imaginez le poids de l'Irlande dans cette histoire, c'est quand même exceptionnel. C'est un des rares États européens avec la Hongrie et l'Estonie, je crois, qui ont donc pour l'instant pas signé cet accord. Et donc, on parle d'une directive européenne pour mettre en œuvre ce système. Il faut l'unanimité. Donc, on pourrait avoir un État qui pourrait dire, enfin Chypre aussi, pourrait dire, moi je vote non, et je bloque tout. Donc, c'est là où on pourrait encore avoir des surprises. On a peut-être des alliés cachés à la Suisse, en fait, dans ces histoires. Vous parlez de surprises, Xavier Auberson. Est-ce que, on voit justement les États-Unis et la France qui militent pour un taux supérieur à 15%. Est-ce que de ce côté-là, les choses peuvent encore bouger? Oui, exactement. Donc, certains États militent pour un taux plus élevé. On parle aussi de 21%. Les pays en voie de développement, l'Inde aussi. Et l'Inde, notamment, a beaucoup milité pour élargir le champ d'application des règles. Mais je crois que pour l'instant, on est quand même plutôt autour du 15, mais comme j'ai dit, c'est une architecture qui se met en place et ensuite elle va évoluer avec le temps. Un taux plus élevé, peut-être ça vous fait réagir, Marc Ehrlich ou Hélène Béguin? Moi, je pense que en fait, peu importe le taux, à la fin, c'est dès le moment où on arrive à compenser par d'autres mécanismes, que ce soit 15 ou 21, à la fin, si on peut redistribuer cette manne fiscale supplémentaire, je pense que ça ne change pas. Donc les mécanismes doivent être réfléchis indépendamment. Et ce que je trouve important aussi, c'est de considérer en fait que les grandes entreprises, même si certaines on considère que dans le pilier 1, c'est toutes les grandes entreprises, dans le pilier 2, beaucoup plus, elles ont un impact quand même, comme l'a dit Marc, sur le reste des entreprises et sur le microcosme économique de la Suisse. Donc c'est important de ne pas dissocier les deux. Ce sera donc le mot de la fin. Moralité, il faudra être créatif. Merci à vous 5 d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, cher public, d'être venus en présentiel et à vous qui nous suivez en streaming. Je vous invite maintenant à vous rendre dans la salle d'à côté pour le cocktail. C'est la fin de ce forum. Merci beaucoup de l'avoir suivi et bonne journée à vous.